Bienvenue dans Point de Suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de Suspension, le podcast de l'Unédic, en audio et en vidéo, où je discute avec un ou une expert du futur du travail. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Point de Suspension. Dans cet épisode, nous allons parler de l'état d'esprit et de la satisfaction dans la vie des demandeurs d'emploi. L'Unédic vient de publier une étude sur le sujet à partir des données issues du 6e volet du baromètre de la perception du chômage et de l'emploi, un baromètre réalisé en partenariat avec l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP. Alors pour en discuter, je reçois aujourd'hui deux invités, ceux qui ont travaillé sur cette étude, Mathieu Perrona et Joséphine Delassus, chercheurs en sciences économiques et membres de cet observatoire. Mathieu Perrona, vous êtes vous-même directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP. Alors, c'est-à-dire en gros, le Centre pour la recherche économique et ses applications, qui est chargé de faire l'intermédiaire entre le monde académique d'un côté et les administrations de l'autre. Joséphine, vous êtes assistante de recherche au sein de l'Observatoire du bien-être et étudiante à l'École d'économie de Paris en master économie et psychologie. Bonjour Mathieu et Joséphine. Bonjour. Bonjour. Alors commençons par la question la plus évidente. Est-ce que le chômage rend toujours malheureux ? Je reformule en utilisant les termes du baromètre de l'Unédic. La période de chômage a-t-elle toujours un effet significatif sur la satisfaction dans la vie des Français concernés ? Alors, en économiste quantitativiste, nous raisonnons en moyenne. On ne peut pas exclure qu'il y ait des gens pour qui le passage au chômage soit plutôt une bonne nouvelle. On peut penser aux personnes qui quittent un environnement de travail harcelant, par exemple. Mais en moyenne, l'impact est très négatif. Et en tant qu'économiste, nous raisonnons aussi toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'effet de la perte de revenus qui est lié au chômage. Il y a en plus de la perte de revenus, en moyenne, un effet extrêmement fort du passage au chômage. Et qui a ceci de particulier que sur d'autres événements de vie, comme par exemple un divorce, on constate un effet d'habituation. Les gens reviennent à leur niveau de satisfaction d'avant en 2 ou 3 ans. Le chômage, on ne s'y habitue pas. On prend un énorme gadin et on en souffre tant qu'on n'est pas revenu vers l'emploi ou sorti, par exemple, vers la retraite. C'est intéressant parce que ça va en dehors des idées reçues. Alors, petite question méthodologique pour commencer. Comment on mesure le bien-être au travail, la satisfaction au travail ? C'est la grande question de comment mesure-t-on le bonheur et le bien-être. Elle agite à juste titre les philosophes depuis plus de 2000 ans sans qu'il y ait de consensus. Dans les années de la guerre et puis le début de l'après-guerre, et a émergé de la psychologie clinique une réponse un peu empirique à ça. C'est-à-dire qu'on va pas donner de définition du bonheur, du bien-être, de la satisfaction. On va demander directement aux gens s'ils sont satisfaits. Avez-vous été heureux ou heureuse hier ? Vous êtes-vous senti déprimé, etc. Et c'est sur la base de ces questions et des réponses à ces questions qui ont été testées cliniquement puis dans des enquêtes de plus en plus larges que nous construisons nos indicateurs. L'impact du chômage sur le bonheur, est-ce qu'il est plus fort que celui de la rémunération, par exemple ? L'impact de la rémunération a un impact qui est continu. Ça dépend quelle est la différence de rémunération. Ce qu'on peut dire, c'est que l'impact du chômage correspond à des écarts de rémunération qui sont absolument colossaux. La perte de satisfaction dans la vie correspondant au chômage, c'est comme si vous perdiez plusieurs milliers d'euros de revenus par mois. Et donc, pour plusieurs personnes, c'est plus que tout ce qu'ils pourraient perdre en termes de revenus. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus atteignant pour les personnes que simplement une perte d'argent. Et dans votre étude, vous montrez aussi que le décile des personnes les plus payées n'a qu'un point de satisfaction de vie au travail supérieur au décile des personnes les moins payées. Il y a quelque chose comme ça aussi. En moyenne, pas tout à fait le décile, mais en gros, entre le quart des mieux payés et le quart des moins payés, on a 0,2 à 0,3 points de satisfaction en moins, de différence en moyenne. Entre les chômeurs et les salariés, c'est 1 point, 1,5 point. Donc on est complètement dans une autre histoire que juste j'ai moins d'argent. Alors dans votre étude, vous soulevez un autre effet du chômage qui est le sentiment d'un état de santé dégradé. Comment vous expliquez cette différence ? Alors c'est vrai que dans l'étude, on a trouvé que les chômeurs sont en effet beaucoup moins satisfaits de leur état de santé. Il faut savoir que ce n'est pas un résultat inédit à l'étude, c'est un résultat qui a déjà été montré par la littérature précédente. Et nous, on l'explique assez simplement. En fait, les chômeurs sont des gens qui ont une vie dure, qui ont une vie compliquée. Dans un premier temps, on a des chômeurs qui viennent plus souvent de milieux plutôt défavorisés, qui peuvent avoir eu un travail plus dur, un travail plus pénible, donc qui a dégradé physiquement leur santé.
Mais on a aussi des chômeurs qui ont une santé mentale dégradée, puisque dans l'étude, on voit que beaucoup de chômeurs se qualifient de fatigués, de stressés et d'inquiets, et beaucoup plus pas que les actifs en emploi. Donc on a vraiment des chômeurs qui ont une santé mentale qui est aussi dégradée et qui est comprise dans notre mesure de santé globale. Alors, il se trouve que les chômeurs, dans le sentiment de santé dégradée, santé mentale, il y a le fait de perdre le contrôle, le sentiment d'être un peu abandonné à une situation. Qu'est-ce que les institutions comme France Travail ou l'Unédic peuvent faire pour améliorer cette situation ? Un point de départ à avoir en tête, c'est que les salariés surestiment la facilité à retrouver un emploi, mais les chômeurs aussi surestiment la facilité à retrouver un emploi, ce qui les conduit assez rapidement dans une spirale de découragement et de penser que c'est à cause d'eux en fait. Et du coup, il y a vraiment un enjeu de simplification des démarches à l'entrée. On sait que France Travail a ouvert un grand chantier là-dessus et qu'il y a encore de larges marges d'amélioration. Trop souvent, nous disent les conseillères et conseillers France Travail, le premier rendez-vous a beaucoup trop d'administratifs et on repousse au deuxième, troisième rendez-vous le vrai démarrage de l'accompagnement. Alors que oui, ça fait perdre du temps. Ça devrait commencer tout de suite. D'autant plus que le système est complexe avec comment je mobilise mon droit à la formation, comment je mobilise tous mes autres droits. Donc il y a vraiment un enjeu de simplification et de structuration de l'accompagnement en étapes accessibles, en donnant un horizon. Parce qu'on voit aussi là dans le baromètre que le fait d'avoir un horizon de retour à l'emploi pas trop éloigné, ça amortit énormément l'impact négatif du chômage. Donc il faudrait leur dire, voilà, vous en avez à peu près pour tant de mois, c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, dans les moyennes. C'est ce qu'on aimerait bien pouvoir faire. Après ça, on a vu avec France Travail que ça demandait beaucoup d'investissement des deux côtés et un temps que les conseillères et conseillers ont de moins en moins. Je crois qu'il y a aussi une double peine pour les personnes qui sont au chômage et demandeuses d'emploi. C'est qu'à la fois, la situation est difficile à vivre et puis on entend dans des discours, notamment des discours politiques plus ou moins populistes, que les chômeurs seraient, alors je cite les mots qu'on entend souvent, des fainéants ou des assistés. Alors que les demandeurs d'emploi ne se perçoivent pas du tout comme ça. Comment se perçoivent-ils, eux ? Eh bien, oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans des discours et notamment dans les médias également que les demandeurs d'emploi seraient assistés, qui profiteraient des allocations et ne chercheraient pas réellement un travail. Et nous, ce qu'on voit, c'est que c'est totalement faux. On voit que les demandeurs d'emploi, en fait, eux se perçoivent d'une façon beaucoup plus positive, qu'ils se perçoivent comme quelqu'un de persévérant, quelqu'un de courageux, quelqu'un de combatif. On a des demandeurs d'emploi qui se disent, qui se déclarent optimistes et combatifs au même titre en fait que des actifs en emploi. Et donc on voit qu'il y a vraiment un décalage de perception sur la situation des chômeurs entre les actifs en emploi qui imaginent le chômeur et le vécu des chômeurs. Et alors, comment on explique ce décalage de perception entre les deux catégories ? Eh bien, on peut l'expliquer de plusieurs façons. On a donc dans des discours et des médias, on entend que les chômeurs sont assistés ou qu'ils profitent du système. Donc, d'une part, ça peut jouer sur la mentalité des individus et notamment des actifs en emploi. On a également des individus qui se prononcent, qui n'ont jamais fait l'expérience du chômage et qui peuvent avoir du mal à comprendre qu'il peut être compliqué finalement de retrouver un travail et puisque eux n'ont jamais fait face à cette situation, ils peuvent en effet ne pas comprendre et penser que ça vient plutôt d'une sorte de fainéantise des chômeurs. Et puis finalement, je pense qu'il y a une part lorsqu'on demande aux actifs en emploi de penser à comment le chômeur se perçoit. Eux, ils pensent au côté négatif d'être au chômage, donc principalement en fait une perte de revenus assez importante et une perte de reconnaissance rythme sociale aussi, non ? Oui, voilà, bien sûr. Et alors que lorsqu'on demande au chômeur de comment il perçoit sa situation, il peut plus facilement penser plus simplement à son quotidien, à sa recherche d'emploi et donc donner des adjectifs et des caractéristiques beaucoup plus positives pour lui. Oui, qui montre vraiment son quotidien tel qu'il le vit. Alors, tomber au chômage, surtout quand ça dure dans le temps, ça conduit à une perte de sens, à un sentiment donc de malchance. Pourquoi moi ? Chez les premiers concernés, comment on explique cette transformation psychologique ?
Le fait que tomber au chômage soit une malchance, c'est consubstantiel de l'idée d'assurance chômage. Je m'assure contre un risque de quelque chose qui ne dépend pas de moi. Si ça ne dépendait que de moi et si le fait d'être au chômage n'était que le résultat de mon action, de mes erreurs, la notion même d'assurance chômage n'aurait aucun sens. Donc si je suis assuré contre le chômage, si j'ai une assurance contre le chômage, c'est bien que le chômage, c'est quelque chose qui m'arrive. Après, une fois que je suis au chômage, j'ai quelque chose à faire. Mais d'abord, c'est un gros coup de malchance. Et donc, c'est normal d'avoir cette dimension-là. Après, il y a le décalage dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la surestimation par les salariés, mais aussi par les demandeurs et demandeuses d'emploi, eux et elles-mêmes, de leur chance d'arriver au chômage. Et du coup, là, on a un sentiment de malchance qui, lui, devient infondé, qui est « Ah ben, en plus, j'arrive pas à retrouver alors que je devrais ». Et du coup, ça crée une spirale qui est vraiment délétère. Et le temps, c'est un facteur qui compte, le temps, la durée, ça rajoute? Oui, parce que l'idée de retrouver un emploi, à moins d'avoir un parcours qui est déjà très bien calibré et avec des étapes très claires, avec son accompagnement au retour à l'emploi, l'idée, c'est de retrouver un emploi rapidement. Et plus le temps passe, plus on se dit « je ne vais pas y arriver ». Et c'est là où ça devient dangereux, où l'accompagnement, quelque part, doit renforcer, doit arriver à lutter contre ce sentiment. Ce qu'on lit aussi en filigrane dans votre étude, c'est que les Français et les Françaises sont toujours aussi attachés au travail, à la valeur travail, à leur profession, leur métier, non? Oui, c'est assez central dans la construction de la persona sociale des gens en France. On voit dans le baromètre que c'est même encore plus important pour les demandeurs et demandeuses d'emploi que pour les salariés, c'est dire la part que ça occupe, quand bien même les Français ont une relation compliquée au travail. C'est-à-dire que les Français en moyenne sont aussi satisfaits de leur travail que les autres Européennes et Européens. Mais ils sont aussi le plus souvent à dire que c'est un travail qui nuit à leur santé. Et on est parmi ceux, dans les baromètres européens, qui disent le plus souvent que je ne pourrais pas faire le même travail jusqu'à 60 ans. Et donc il y a cette centralité du travail, mais qui est aussi, plus qu'ailleurs, un lieu de souffrance, qui explique peut-être les ambiguïtés qu'on peut avoir vis-à-vis des périodes de non-travail dans le chômage. Alors qu'a priori, les conditions de travail ne sont pas pires en France que dans d'autres pays européens comparables. On a le pire index de relation avec le management et la hiérarchie de tous les pays européens. On a aussi le plus de morts au travail de tous les pays comparables. Donc, mon avis, c'est qu'il y a un problème dans le monde du travail en France qui n'est pas traité. D'accord, donc c'est une vraie question, ce point-là aussi. Alors, dans le baromètre des demandeurs d'emploi, ils expriment aussi un sentiment d'isolement et de solitude. Quelle forme ça prend, cet isolement, cette solitude? Est-ce que c'est en rapport avec les institutions? Est-ce que c'est une solitude réelle? Alors, cette solitude, ce sentiment d'isolement, en fait, il prend principalement deux formes. On a une forme qui est plutôt monétaire, qui est assez simple, c'est que simplement, sortir, ça coûte de l'argent. Et les chômeurs, il s'avère que ils ont un peu moins d'argent que ce qu'ils en avaient avant. Et donc, quand on a une baisse de revenus, on essaye de réduire ses dépenses et on va réduire les dépenses qui nous paraissent les plus futiles, les moins importantes, qui sont principalement les dépenses liées aux loisirs, aux activités, aux sorties, qui sont finalement des dépenses qui, certes, ne sont pas nécessaires, mais qui sont intimement liées aux interactions sociales, que ce soit voir ses amis ou sortir dehors, voir du monde, et donc qui renforcent le sentiment d'isolement. Et de l'autre part, on a, donc, comme on a déjà parlé, une sorte de stigmatisation du chômeur dans la population en général. Et on le voit dans l'étude, on a des chômeurs, donc un chômeur sur 3 qui dit recevoir ou faire face à des critiques sur sa recherche d'emploi, sur le fait qu'il ne rechercherait pas assez bien, etc. On a plus d'un chômeur sur 2 qui explique faire face à des inquisitions sur la façon dont il recherche un emploi, et des inquisitions qui ne sont pas forcément négatives, mais qui peuvent même venir de proches. Mais il y a une sorte de pression que peut ressentir le chômeur lors de sa recherche d'emploi, qui fait qu'il a peut-être peur du regard des autres, peur de cette pression, et aura tendance à peut-être s'isoler, ne pas forcément aller chercher le soutien ou l'aide monétaire ou mentale dont il pourrait avoir besoin. Et donc, il y a aussi là une tendance à l'isolement. Vous parlez aussi à un moment du discrédit ou d'une perte de confiance vis-à-vis de certaines institutions qui sont liées plus ou moins à la période de chômage. En revanche, on remarque que le sentiment d'attachement à l'assurance chômage en soi, il progresse dans la dernière livraison du baromètre. Alors, en quoi l'assurance chômage, elle joue un rôle de sécurisation des demandeurs d'emploi ou de soutien? Est-ce que c'est grâce aux allocations chômage?
Eh bien, oui, on va dire que les allocations chômage jouent un vrai rôle de sécurisation et notamment pour les demandeurs d'emploi, mais également pour les actifs qui, en fait, on a des allocations qui permettent aux salariés d'avoir un filet de sécurité dans le cas où d'une perte involontaire de son emploi. Donc, il y a une vraie forme de sécurité. Donc, si je perds mon emploi, j'aurai le temps d'en retrouver un autre. Je n'aurai pas une baisse de revenus très importante. Donc, toute cette problématique-là. Mais il y a aussi une sécurisation sur les individus qui ne sont pas forcément satisfaits de leur travail, de leur milieu de travail. Et à cet endroit-là, les allocations jouent une sécurisation dans le sens où elles sont un moyen pour ces individus-là de pouvoir se permettre une reconversion professionnelle, de pouvoir se permettre de changer de milieu sans justement faire face à ces difficultés financières. Oui, l'an dernier, on parlait ici dans ce podcast de comment les entrepreneurs utilisaient par exemple les allocations chômage pour faire cette bifurcation aussi. Est-ce que cette assurance chômage, est-ce que ces allocations, elles peuvent contribuer à améliorer le bien-être des chômeurs ? Eh bien oui, et puis ça rejoint ce qu'on vient de dire, puisque le fait de savoir que j'ai un filet de sécurité au cas où je perds mon emploi va forcément réduire mes inquiétudes, mon stress, donc une santé mentale qui est plus forte et donc une satisfaction dans la vie qui est également plus élevée, un bien-être plus élevé, et puis la possibilité de pouvoir changer d'emploi si je suis malheureuse dans mon milieu professionnel, la possibilité de changer d'emploi, le fait de changer d'emploi, faire cette reconversion professionnelle m'apportera également normalement plus de bien-être. Alors reprenons cette idée de la satisfaction dans la vie dont on parlait au début. Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces demandeurs d'emploi, au final, pour la retrouver, cette satisfaction dans la vie ? Longtemps, la réponse a été simple, un emploi. Mais c'est important parce que ça a calibré les politiques d'accompagnement. On essayait de faire revenir les demandeurs et demandeuses d'emploi dans l'emploi le plus rapidement possible. Au cours des 15-20 dernières années, il y a eu de grosses évolutions de la recherche économique là-dessus. D'une part, sur des modèles macroéconomiques qui ont mis en évidence le gain qu'il y avait pour les gens, mais aussi pour la société dans son ensemble, à donner un peu plus de temps, avec une visibilité aux gens, pour trouver pas n'importe quel emploi, mais un emploi correspondant à leurs compétences et à leurs envies, parce que derrière, ça fait des emplois qui sont beaucoup plus productifs. Et d'autre part, pour les personnes individuelles, et ça ce sont les travaux qui ont été résumés dans son dernier livre par Esther Duflo, le coût qu'il peut y avoir à accepter un emploi qui est mal adapté en termes d'horaire ou trop loin, et qui oblige les gens à se séparer de tout le reste de leur filet de sécurité sociale. La grand-mère ou la belle-mère qui garde les enfants, les amis qui vont faire les réparations et tous ces réseaux de solidarité qu'on va arracher quand on dit à quelqu'un il faut absolument que tu ailles prendre ce job à 300 km de chez toi. Et du coup, c'est plus n'importe quel emploi, mais un emploi qui va s'insérer dans le parcours de vie professionnel et individuel des demandeurs et demandeuses d'emploi. Vous n'avez pas parlé du niveau de rémunération, mais il y a aussi cette question, quand on revient à l'emploi, jusqu'à quel niveau on peut accepter que son salaire baisse ou pas ? Effectivement, et ça va être extrêmement différent selon les situations individuelles, puisqu'il y a des gens qui vont être plus ou moins coincés par des engagements financiers pris avant. J'avais un crédit immobilier où j'en ai pas, je peux réduire sur certains postes de consommation où j'en ai pas. Il n'y a pas de règle générale et c'est tout l'art de l'accompagnement du retour vers l'emploi d'arriver à prendre en compte toutes ces dimensions. Alors, je crois que la conclusion de votre étude, c'est un peu que peu importe le niveau de salaire ou la catégorie socio-professionnelle, il y a quand même une chance pour qu'on traverse tous, un jour ou l'autre, une période de chômage. Est-ce qu'on peut finir sur une note d'optimisme pour ces moments à venir, si jamais ça nous arrive bientôt ? La note d'optimisme que j'aurais, c'est que pour la plupart d'entre nous, cette période est courte. C'est ce qu'on voit dans des études où on suit des gens un peu en population. Le choc de mal-être et d'insatisfaction lié par exemple au chômage est typiquement assez bref, de l'ordre de 6 mois, parce que la plupart des gens retrouvent un emploi assez vite. Ce qui veut dire quelque part qu'il y a aussi un enjeu très important à ne pas laisser de côté les quelques-uns pour lesquels ça dure plus longtemps et qui ont besoin d'un accompagnement nettement plus renforcé. Merci Mathieu Perrona et Joséphine Delassius pour tous ces éclairages. Et merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux et de nous mettre un commentaire avec votre avis sur les plateformes de streaming. C'était Point de Suspension, le podcast de l'Unédic. Et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle interview.